Donc pour comprendre la tendance vers laquelle on va aller pour le travail mix média, quelques analyses d'images trouvées suite à vos recherches documentaires sur le mix média et le collage photo et d'autres termes. Bien, donc ceci est assez amusant, mais malheureusement ça ne va pas dans la tendance mix média qu'on recherche, donc je vais passer. Ça ne veut pas dire que l'étudiant qui a trouvé cette image a raté la recherche, hein, pas du tout. Ça veut dire juste qu'on ne va pas s'y attarder pour expliquer des choses intéressantes pour le travail que vous devrez faire. Alors, ceci ne va pas non plus dans le sens qu'on recherche. Autant l'autre, c'était par sa simplicité, c'est un peu facile de reprendre une œuvre. Bien que, voilà, je ne dis pas que l'artiste qui a fait ça, c'est facile, mais vous, si vous deviez faire quelque chose de similaire, ce serait un peu trop facile et c'est pas ce qui est recherché. Et ceci, ça ne correspond pas non plus parce qu'il y a de la profondeur. Donc vous allez voir que dans les œuvres mixed média, la tendance qu'on va rechercher ici pour le travail que vous devez faire, ce sera surtout de la juxtaposition d'éléments, superposition partielle d'éléments. Il n'y aura pas une tentative de recréer une troisième dimension dans l'œuvre. L'œuvre en soi sera de la 2 dimensions. Elle aura une vie en soi, quoi. C'est pas une représentation d'une réalité. L'œuvre en soi est une réalité. Si je veux résumer ainsi, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, je vous rappelle que ce genre d'œuvre peut être vendu en tant que poster sur le web. Ça ne coûte rien à notre époque. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le print on demand, l'impression à la demande. C'est-à-dire, vous mettez des choses en vente sur le web, on voit la chose, mais souvent c'est une simulation infographique de l'œuvre encadrée ou imprimée sur une mug ou des choses comme ça. Et en réalité, c'est quand quelqu'un l'achète que l'œuvre est créée à la pièce, impression à la demande, et envoyée par le système de vente, donc qui prend évidemment son pourcentage au passage. Donc ça, il faut savoir que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est un des filons pour vendre des choses. Et c'est comme ça que vous retrouvez sur certains sites des centaines de t-shirts différents avec des graphiques différents sur les t-shirts. Peut-être qu'il y a un t-shirt qui n'a jamais été acheté et qui n'existera jamais dans la vraie vie. Même chose pour les mugs, etc. Donc, voilà. Et le genre d'œuvre que vous allez faire, donc mixed media, peut intéresser certaines personnes, suivant le sujet que vous allez choisir. Je vous rappelle que nous, on va quand même essayer qu'il y ait un sujet un peu profond, une dénonciation d'une injustice dans le monde, une sensibilisation à un sujet important. Donc on ne va pas faire dans le total décoratif. Alors, là on est plus dans le plat. Au niveau de la représentation, il n'y a pas vraiment de profondeur. Donc ça peut être intéressant. Malheureusement, c'est un peu trop illustration. On a ramené différents objets, des découpes papier, des textures, mais pour représenter quand même quelque chose qui est assez illustratif, et c'est pas vraiment dans ce sens-là qu'on va aller non plus. Ici, c'est utiliser plein de photos pour recréer une photo existante. C'est pas vraiment dans ce sens-là qu'on va aller non plus. C'est aussi de l'illustration. Mais vous allez voir, on va finir par trouver des choses. Certainement. Alors, c'est déjà un peu plus vers le sens qu'on veut donner au travail. Alors, évidemment, au niveau ici de la définition de l'image, c'est un peu pauvre cette version-ci de l'image, mais ça nous permet quand même de voir un peu qu'il y a un amoncellement d'objets, une juxtaposition d'objets divers, du dessin. Alors, c'est peut-être bien une œuvre analogique, une peinture, je ne sais pas. Ça n'est pas tout à fait dans le sens où on va aller, mais on s'en approche. Alors,
Ceci s'approche davantage de ce qu'on recherche. Le seul problème, c'est qu'il y a un sujet principal. Dans l'œuvre que vous allez faire, il va y avoir une juxtaposition d'objets qui vont participer à l'œuvre. Il y aura moins de hiérarchie d'importance parmi tous les objets présentés. Ici, clairement, le visage est l'élément central. Mais il y a des choses intéressantes. Le fait qu'il y ait cet effet photographique de contraste maximal qu'on obtient dans Photoshop avec le réglage de seuil pour transformer les photos en 2 niveaux. Bien sûr, dans Illustrator aussi, on peut obtenir ça quand on vectorise. On peut choisir la vectorisation noir et blanc. Je vous rappelle que quand on vectorise, on peut aussi utiliser Photoshop et Illustrator conjointement. Je ne sais pas si vous le savez. Enfin, je vous le rappelle, mais vous ne le savez peut-être pas. Je vais vous montrer. Parce que je suis là aussi pour montrer quelques petites astuces techniques rapidement, vite fait. Mais, donc ça, je vais vous le montrer. La vectorisation dans Illustrator avec Photoshop en renfort. En tout cas, voilà, il y a différentes choses intéressantes ici, notamment cet effet de motif répétitif. Forcément, comme tous les motifs, ça se répète. Intégré dans la zone noire là, de la photographie. Cette superposition de papillons qui donc sont mis de manière relativement aléatoire, ce qui m'amène à quelque chose, c'est que lorsque vous ferez votre œuvre mixte média, le positionnement des éléments a une importance relative. Il ne faut pas commencer à se creuser la tête pendant 3 heures pour savoir si le papillon vert, là par exemple, vous le mettez à cet endroit-là, ou vous allez le mettre 3 cm à gauche, à droite, ou plutôt en bas à droite là. Non, il y a quand même beaucoup de possibilités. C'est la globalité de l'œuvre qui compte. Ce qui est très intéressant ici aussi, c'est l'utilisation de papier, journaux. Alors, jusqu'à présent, j'ai analysé quelques œuvres et ce qu'on voyait, c'était surtout du texte, des colonnes de texte tirées de quotidiens. Ici, nous avons également des illustrations sur le journal. Du manuscrit aussi, donc il y a quand même un mélange. Le fond de l'œuvre, l'arrière-plan est un panaché de différents textes. Ça, c'est ce qui est un peu nouveau par rapport à ce que j'ai vu précédemment, avec photographie aussi. Mais pourquoi pas, voilà, c'est bien. Alors voilà, une photo d'un portrait dans Photoshop. Donc, dans la palette des calques, en principe, ça aurait dû être le cas. C'est le cas maintenant. Nous avons un seul calque. Bien. Donc, par-dessus le calque, il est possible d'aller mettre un calque de réglage de type seuil. Calque de réglage de type seuil. Voilà. Avec lequel vous allez déterminer parmi tous les gris qui existent dans l'image, du plus foncé ici à gauche sur l'histogramme au plus clair à droite. Quel est le gris qui sert de pivot entre ce qui est noir et ce qui est blanc. Voilà. Alors on a quand même quelque chose d'assez précis. Donc un petit flou sur la photo pourrait aider. Le flou, je vais le faire de manière intelligente. Je ne vais pas juste activer l'arrière-plan et aller appliquer filtre, filtre flou, flou gaussien par exemple. Voilà, filtre flou, flou gaussien. Ben oui, j'ai rendu flou les pixels, mais c'est pas dynamique. C'est-à-dire, c'est pas modifiable. J'ai fait du destructif, j'annule le flou. Est-ce que vous savez comment je pourrais appliquer un flou modifiable par la suite? Ben oui, donc un clic droit à droite du nom du calque ici, c'est juste une des manières de le faire. Hein. Convertir en objet dynamique. Voilà, du coup, le calque a été placé dans un calque conteneur. Du coup, quand on va chercher un filtre comme filtre de flou gaussien, ok, il apparaît dans la palette des calques en tant que filtre modifiable.
en double-cliquant sur le flou gaussien ici, sur le nom du filtre, on arrive à faire réapparaître le réglage et à régler différemment. Il serait même possible d'aller jouer sur le masque du filtre et dessiner au pinceau en noir pour... Ok. Je vérifiais juste un truc parce que... Ok, voilà. D'aller dessiner en noir dans le filtre, en noir, on a dit. Voilà. Pour enlever du flou à certains endroits. Donc, c'est comme ça que ça marche, les filtres dynamiques. Bien. Bon, mais là, je vais revenir à la version précédente de l'image. Fichier, version précédente. On est censé avec une image avec un cal d'arrière-plan, voilà. Pour aller parallèlement à avoir cette image ouverte dans Photoshop, je vais également l'ouvrir dans Illustrator pour tenter la vectorisation dans Illustrator. Tout simplement. Donc je lance Illustrator et je vais importer cette image dans Illustrator, mais il faut qu'elle soit au format Photoshop en fait pour que ça marche. Hein. Donc pour l'instant je pense qu'elle est seulement en JPEG, il faut que je vérifie. Elle est en quel format cette image? Cette image. Format Photoshop, ça va aller. Ok, parfait. Donc l'image est au format PSD sur le disque dur, je veux dire. J'ai dit qu'elle est au format PSD dans Photoshop, mais quand une image est ouverte dans Photoshop, le format Photoshop s'en occupe pas. C'est juste que sur le disque dur, elle est au format Photoshop et c'est exactement ce qu'il faut pour la suite ici. Bien. Donc les techniques que je montre ici, bien sûr, vous pourriez en utiliser d'autres. Tout est possible. C'est très souple ces logiciels Illustrator et Photoshop, donc c'est pas des techniques à suivre à la lettre, nécessairement. Bien, donc je vais tenter d'importer l'image Photoshop du portrait qui est actuellement ouvert aussi dans Photoshop. Alors, super important, bien sûr, l'option lier est cochée, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, je vais peut-être bien enregistrer l'image au départ de Photoshop, et il faut que Illustrator le repère que ça va s'enregistrer, que le fichier sera modifié sur le disque dur. Voilà. Alors, je vais quand même aller dans les préférences d'Illustrator dans la gestion des fichiers, pour aller dire que quand une image change sur le disque dur, Illustrator doit automatiquement la mettre à jour. Voilà. Donc, il s'agissait ici de faire une vectorisation. Donc, le panneau vectorisation d'image, menu fenêtre, vectorisation d'image, je vais enclencher donc ceci. Et on a le réglage seuil comme on avait dans Photoshop pour déterminer la manière dont ça va se faire. Parfait. Donc on est bien en vectorisation noir et blanc. Alors on a quelques paramètres en plus pour déterminer les angles dans la vectorisation, le résultat, les tracés, à quoi ça va ressembler. Mais on n'a pas grand-chose, il faut bien le dire. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir l'image qui est également ouverte dans Photoshop, parce qu'on va pouvoir la modifier. Donc je vais aller sauter vers Photoshop. Voilà. Là-dessus, je vais aller modifier notamment peut-être les luminosités avec des outils qui sont ici. Vous connaissez. Densité plus, densité moins, qui permettent d'assombrir éventuellement. Alors il faut dire ce qu'on assombrit, ça se règle ici, ton moyen, ton clair, etc. Voilà. En faisant fichier enregistré sans changer le nom et en retournant dans Illustrator, ça devrait modifier le résultat. Donc je vais plus loin que ce qu'Illustrator permet en termes de vectorisation en utilisant Photoshop
en parallèle. Ok, je me dis, tiens, là au niveau, c'est pas mal, mais il faudrait peut-être éclaircir les yeux. Donc je vais prendre l'autre outil, là, densité moins, et aller éclaircir là. Voilà. Éclaircir peut-être même les tons clairs. Je vois ce que ça donne. Oui, c'est moche, hein, mais ce qui compte, c'est le résultat dans Illustrator. C'est ça que je suis en train de faire. Hein. Voilà. On a vu que les yeux se sont modifiés. Bien. Donc, de là, il y a différentes choses à dire. Je retourne dans Photoshop et je vais utiliser l'historique pour revenir à l'image non modifiée, finalement. Ok, donc j'en étais... là, voilà. Ok, là. Donc ça, c'est l'image sans avoir utilisé les outils ici, la sucette et la densité plus. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond, ces outils, au fait? Parce que figurez-vous que dans les logiciels Adobe, on retrouve souvent des outils traditionnels qui sont représentés, et parfois les gens oublient ce que ça représente. Ah, quelle horrible bestiole. Mais avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Ok. Vous voyez ce que c'est? Quelqu'un sait? Non? Ce sont des outils traditionnels de labo photo. Quand on projette un négatif sur le papier, et puis qu'on va développer ça dans des bains, on peut intervenir au moment de la projection du négatif sur le papier. Alors, j'ai tapé Dodge and Burn Wikipédia et je tombe sur ceci, qui sont des images qui viennent de Wikipédia. Ben oui, la sucette, vous la retrouvez, c'est quoi? C'est juste un disque opaque au bout d'une tige. Et pendant la projection du négatif sur le papier, l'opérateur qui veut éclaircir à certains endroits la photo empêche pendant un certain temps la lumière d'arriver sur le papier. Pas tout le temps, bien sûr, sinon ce sera tout blanc sur le papier. Il empêche la lumière d'arriver sur le papier. Donc on pourrait se dire, mais ça va assombrir. Ben non, parce qu'on travaille en négatif dans le labo photo. Donc ça éclaircit. Et ici, c'est l'autre. Vous avez une main qui est représentée dans Photoshop avec la lumière qui passe à travers les doigts, entre les doigts, mais on peut utiliser aussi un carton qui va empêcher que la lumière arrive partout sur la photo, sauf à un certain endroit. Et donc on pourrait se dire que ça va éclaircir, mais on travaille au négatif, donc ça assombrit dans le labo photo. Donc voilà, ça c'est l'origine de ces petites icônes bizarres dans Photoshop que pas grand monde finalement ne comprend. Alors honnêtement, est-ce qu'il y en a qui connaissaient et qui n'ont pas osé le dire ou personne ne connaissait? Personne ne connaissait. Pourtant ça revient à la mode, hein, le développement photo traditionnel en tant que loisir. En tant que loisir. Oui, il y a même certaines écoles qui organisent ce genre de loisirs. Bon, j'ai rien dit. Voilà, le Dodge and Burn. Sauf que c'est destructif. Et donc, il y a une nouvelle méthode qui permet de faire ça de manière non destructive, sans utiliser ces outils-là. Je peux vous les montrer. Est-ce que vous la connaissez? Comment est-ce que je peux mettre un calque spécial au-dessus de la photo ici et assombrir ou éclaircir à certains endroits? Ah oui, mais le calque de réglage, il agit sur tout, et puis il va falloir travailler sur son masque pour qu'il n'agisse que sur certains endroits. Non, il y a un calque spécial qu'on peut faire. Alors, je vous montre. Si je me souviens comment ça marche, parce que chaque fois, il faut que je me souvienne. Je vais faire un nouveau calque, donc. Pourquoi je fais ça par le menu? Parce que je voudrais avoir les réglages du nouveau calque, mais je pourrais très bien aussi cliquer là-dessus, avec la touche Alt enfoncée, et on a ce qui m'intéresse, la boîte qui apparaît. Ça ne se crée pas tout de suite, le nouveau calque. J'ai quand même la boîte qui me permet de faire un nouveau calque qui va être en mode de fusion. Alors, est-ce que c'est là que ça doit être incrustation? Oui, incrustation. Et alors, on a couleur neutre pour le mode incrustation, c'est-à-dire que non seulement le calque qui va se créer, ben, il va être vide forcément, mais son mode de fusion avec ce qui est en dessous va être pas normal, ça va être incrustation. Il va y avoir un calcul mathématique entre le calque du dessus et le calque du dessous.
Et on a besoin, pour faire ce qu'on veut faire là maintenant, de remplir ça avec du gris à 50%. Et du coup, il y a même la petite option ici qu'on peut cocher. Comme ça, je ne serais même pas obligé d'aller dans le menu édition, remplir, gris 50%. J'obtiens directement un calque rempli de gris d'intensité 50%. Là aussi, si on avait du temps, on pourrait vous dire qu'en réalité c'est du 18%, c'est pas du 50%. Mais c'est une autre histoire. Et il est en mode incrustation. Bon, évidemment, s'il était en mode normal, ben on voit plus l'image en dessous, logique. Hein. Mais en mode incrustation, on voit l'image en dessous, et en fait le calque ne modifie rien du tout. Si j'enlève l'œil en face et que je le remets, que dalle, il ne sert à rien. Sauf que là, dans ce calque, je vais pouvoir prendre le pinceau et dessiner avec du gris plus ou moins clair. Donc là, je vais aller chercher une palette qui n'existe pas dans toutes les versions de Photoshop, c'est dans les récentes, la palette couleur. Si je me souviens bien, c'est bien celle-là. Oui, la palette couleur avec le pavé de couleur là. Dans les très vieilles versions de Photoshop, on n'a pas ça et on est obligé de faire autrement. On n'a pas ce grand pavé de couleur. Ok. Donc on est là. Hein. Mode cube de teinte. Et donc en dessinant au pinceau avec des gris plus ou moins clairs, je vais modeler la luminosité. Voilà, donc là j'éclaircis par exemple. Voilà, je vais éclaircir encore plus, je prends un gris encore plus clair. Donc je fais bien attention de ne pas prendre un gris coloré, sinon ça va éclaircir et colorer en même temps. Pour la vectorisation, ce ne serait pas un drame, mais sinon, pour le reste, c'est quand même ennuyeux. Quand on fait de la retouche photo et qu'on reste dans Photoshop, je veux dire. Donc, vous voyez, des petites taches de gris clair, plus ou moins clair, dans le calque, et ça éclaircit. Je vais faire l'inverse, je vais prendre cette fois-ci du gris plus foncé. Et voilà. En mettant du plus foncé, ça assombrit. Je veux que le nez soit encore plus sombre. Voilà. Donc, les outils Dodge and Burn ici, d'origine, qui datent de la première version de Photoshop, on ne les utilise plus parce que c'est du destructif. De plus en plus dans Photoshop, on essaye de faire du non destructif, c'est-à-dire que ceci ne modifie pas réellement les pixels d'en dessous, c'est juste l'apparence des pixels d'en dessous qui est modifiée, c'est le principe des calques. Et donc, si on fait fichier enregistré, j'ai pas changé le nom, je peux retourner dans Illustrator et ça modifie. Et je me dis, tiens, voilà, il faudrait que je modifie des choses. L'œil droit du personnage, qui est à gauche sur la photo. Je vais peut-être aller l'éclaircir. Encore plus, peut-être. Voilà. Je vais faire fichier enregistré. Je vais retourner dans Illustrator. Et voilà. Donc, honnêtement, ça c'est un nouvel ordinateur que j'ai acheté. Il date de 2019. Il est bien gonflé au niveau capacité. Si vous êtes sur un ordinateur plus ancien, la mise à jour... Et si vous travaillez avec une image avec plus de pixels aussi, la mise à jour, ça peut prendre dans Illustrator. Il faut parfois rester devant l'écran et attendre 2-3 secondes, quoi. Là, c'est instantané. Donc, ne vous étonnez pas si chez vous, sur un ordinateur plus ancien et sur une image avec plus de pixels, vous avez un temps d'attente avant qu'Illustrator ne fasse la mise à jour par rapport au fichier Photoshop qui vient d'être enregistré par Photoshop. En tout cas, voilà. Et tout ça... Donc, c'était par rapport aux images dont on avait parlé dans le dossier. Et particulièrement à une image. C'était, je pense, celle-ci. Voilà, oui, cette image-là, je vous avais dit que, oui, on peut faire ça dans Photoshop avec le réglage seuil ou dans Illustrator avec la vectorisation. Et je vous avais dit qu'on peut même utiliser les deux logiciels ensemble. Et voilà, je vous l'ai montré. Donc ça, c'est intéressant. Plusieurs logiciels ensemble qui ouvrent la même image. Et on travaille
Parce qu'il y a des limitations à la vectorisation dans Illustrator. Il n'y a pas beaucoup de réglages. Donc vous avez tous les outils de Photoshop qui peuvent vous aider. Et là, c'était juste une image en noir et blanc. Vectorisation couleur, ça marche aussi avec tous les réglages couleurs de Photoshop qui viennent en renfort de Illustrator.